ça va être difficile parce qu'il faut monter une falaise. Vous avez vu sur le logo du congrès, il faut monter une falaise à 4 étapes. Donc je vais essayer de parler en 4 étapes de tout cela. Donc pour l'instant, on est au pied de la falaise. Et donc, pour commencer, je vais présenter un cas clinique parce que j'aime les cas cliniques. Et donc, ce monsieur Dom, qui est né en 65, donc vous remarquez l'âge, qui a une CMD connue depuis longtemps, 2007, qui a eu des problèmes emboliques, qui a eu une ablation d'une EAV pour de l'AFA, un défibrillateur avec une CRT, et puis une agénésie d'un rein. Il a une insuffisance rénale chronique depuis un certain nombre d'années. Et il fait des décompensations cardiaques multiples avec des facteurs de risque cardiovasculaires que je ne détaille pas. Donc il a 8000 de BNP, une créate à 209, un DFG à 28, donc il est grave. Et puis on l'envoie en séjour de rééducation dans un centre que je connais bien, dans le Var. Et il a un traitement maximal toléré. Et vous remarquez qu'il ne tolère pas l'Entresto ni les IEC. J'insiste pas, le traitement a déjà été détaillé. Alors ça, c'est la classification que l'on fait habituellement dans l'insuffisance cardiaque avancée. L'insuffisance cardiaque avancée, c'est une particularité de l'insuffisance cardiaque. Je pense que c'est une spécialité à part entière. Je suis coordonnateur d'un DIU que je vous recommande, il est excellent. Et donc, on va avancer là-dessus. Alors, donc c'est une présentation à 2. Il faut mettre plus fort. Hein. Je voyais son état se dégrader de jour en jour et je me demandais si vraiment il tiendrait. Alors, donc la personne qui est l'épouse d'un insuffisant cardiaque se demande si son mari va tenir jusqu'à la suite. Donc on voit en bas à droite une insuffisance cardiaque, une cardiopathie dilatée qui touche les 2 ventricules. Et en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un débit cardiaque qui est abaissé à 2,7 litres par minute, une ITV qui est relativement basse, à 7, quasiment 7. Il était très malade, il ne mangeait plus, il toussait énormément, il n'arrivait pas à se déplacer tout seul. Et franchement, je pensais qu'on y arriverait pas. Alors, son épouse résume bien les symptômes de l'insuffisance cardiaque avancée. Et vous voyez sur les différentes coupes échographiques, outre sa CMD, il y a une fuite mitrale qui est vraiment importante. Et donc la fraction d'éjection à 25% ne reflète pas tout à fait la réalité de l'amplitude des dégâts. Alors ici, vous avez certains paramètres de fonction du ventricule droit. Vous voyez que le strain, notamment de la paroi libre, sont effondrés. Et la fraction d'éjection estimée sur les coupes 3D à 15%, une PAPS qui est estimée à 45%. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez? Est-ce qu'on peut faire rapidement un tour de salle? Voilà. Un anticoagulant, des bêta-bloquants, la DAPA, les spironolactone. Alors pour le furosémide qui est déjà à forte dose, donc une remarque, moi je le laisse souvent à la discrétion des patients, c'est-à-dire que je leur donne une fourchette pour dire voilà, vous avez droit à augmenter ou à diminuer de 125 mg. Et puis il ne faut pas oublier qu'il existe des infirmières de pratique avancée, merci Désiré, qui sont capables de prescrire aussi et d'augmenter les doses. Ils sont joignables au téléphone. Et puis, il y a des prestataires qui s'occupent également de balance connectée ou bien d'autres produits de télésurveillance. Alors, quelqu'un a une remarque? Est-ce qu'on peut optimiser encore son traitement médical? Je crois qu'on arrive... On a l'impression qu'il a un traitement qui est optimal qui est maximal pour lui. Et on n'arrivera pas à monter plus les doses. Et malgré ça, il est toujours très symptomatique et avec une dysfonction VG très sévère. Il est en insuffisance cardiaque avancée. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quel serait le projet pour lui. Alors, qui le mettrait en soins palliatifs? Voilà, il a 66 ans. Est-ce qu'il y a des amateurs, entre guillemets, des soins palliatifs pour ce patient? Personne? Ça mériterait qu'on en parle, effectivement.
C'est quelqu'un de très cortiqué. Vous voyez sa femme qui est également très au courant de son état. Soins palliatifs, quelqu'un? Pour l'instant, quelqu'un quand même. D'accord. OK. Ensuite, mitral clip. Regardez la fuite mitrale. Est-ce que quelqu'un mettrait un mitral clip? Personne. OK. Est-ce que vous le référeriez à l'assistance cardiaque mécanique du ventricule gauche? Il y a une défaillance ventriculaire droite également, donc ça n'a pas l'air d'être un très bon candidat. Est-ce que vous le déféreriez à une assistance biventriculaire? Oui, quand même, quelques-uns. Et puis on termine, est-ce que vous le transplanteriez? Bon. D'accord. Alors on va essayer d'avancer là-dessus. Mon mari était en insuffisance cardiaque. Alors ça, on passe. Il était très malade. Voilà. Il a attrapé le Covid à l'hôpital. Ça l'a encore plus affaibli. Et donc, on prévoyait de lui faire une greffe du cœur, sauf qu'en faisant les examens nécessaires pour cette greffe, on lui a découvert quelque chose sur les vésicules. On ne savait pas si c'était cancéreux ou pas. Alors, donc, nous, on avait opté pour le bilan pré-greffe. Et donc, vous voyez en haut à droite, il y a les images de scanner et de TEP scan avec une fixation tout à fait intense sur la vésicule biliaire. Alors, vous avez 6 propositions. Alors, on arrête le bilan pré-greffe. Qui est-ce qui se dit ce qu'il faut faire? Bon, vous n'êtes pas très combatif à la réunion 1. Alors, qui continue sans savoir le diagnostic exact? Oui. Vous continuez le bilan pré-greffe sans savoir. On peut déjà faire les examens non invasifs. Alors, quel examen non invasif vous proposez? On va faire les Doppler, les EFR, on va compléter le bilan de cette hyperfixation. D'accord. Maintenant, il faut un diagnostic sur la vésicule quand même. Comment vous faites? On ne peut pas faire une ponction sous scan, c'est trop près du duodénum, c'est accolé au duodénum. C'était pas possible. La paroscopie, ça a été fait. Très adhérent, impossible c'est vraiment très adhérent, très inflammatoire. Qui est-ce qui opère? Et qui opère sous ECMO? Bon, donc on a opéré tout simplement. Ça s'est passé vraiment très très bien, comme une lettre à la poste. Et on lui a enlevé, et il n'y avait pas de cancer. Voilà, donc on avait le diagnostic, c'était une cholécystite chronique et il n'y avait pas de cancer, donc on a poursuivi le bilan pré-greffe. Voilà, donc là, la définition de l'insuffisance cardiaque avancée, je ne vais pas détailler tous les items, mais ce qui est très important, c'est que c'est vraiment la fonction, le retentissement sur la fonction qui est important. Il y a les symptômes, et puis après, il y a les examens de la fonction, le test de marche de 6 minutes, ou alors la VO2 max, et puis après, bien sûr, des paramètres échographiques. Comme je ne vais pas les détailler, vous les connaissez très bien, que ce soit des paramètres de fonction systolique ou de fonction diastolique. Alors ça, ce schéma, vous l'avez déjà vu. On est arrivé à la flèche rouge, où bien sûr il ne faut pas oublier la resynchronisation. Après, il y a d'autres paramètres que je ne détaille pas, parce que d'abord je ne les vois pas très bien, mais il y a la recharge en fer, et puis il y a éventuellement le traitement de la cardiopathie ischémique, des valvulopathies, on va reparler du mitral clip, et puis ensuite on arrive à la chirurgie, que ce soit les assistances temporaires, que ce soit l'assistance mécanique au long cours, que ce soit la transplantation cardiaque, sans oublier bien sûr les séjours de rééducation. Donc ça, c'est pas son ECG, je passe, c'est pour montrer une resynchronisation sur un rythme sinusal cette fois-ci. Voilà, ça ce sont les différentes options thérapeutiques, et on va les détailler pour certaines très rapidement. Donc vous voyez, ça bouge. Je ne vous détaille pas. Alors le mitral clip, la transplantation cardiaque en bas, l'assistance mono-gauche, mais c'était un HM2, et ensuite le Carmat en bas. Alors on a déjà fait l'interrogatoire de la foule, donc je vous remercie d'être là, parce que je suis impressionné de voir la jeunesse qui s'intéresse à la cardiologie et qui vient dans les congrès, donc c'est fantastique.
Et donc, le premier, c'est la soin palliatif. Je ne vais pas en parler parce que je sais que le topo suivant est sur les soins palliatifs. Donc, je passe, je gagne 2 diapos. Donc, on arrive sur le MitraClip. Vous savez peut-être tous que c'est le MitraClip. Je ne sais pas si tu vas en parler, Alain ? Non, Alain ne va pas en parler, donc je vais dire 2 mots sur le MitraClip. Il s'agit, comme vous le voyez sur l'image de droite, de capturer les 2 feuillets mitraux et puis de les souder, comme on faisait à une époque qui était la plastide Alfieri. Et le fait de créer 2 néos-orifices au lieu d'un seul permet, dans un certain nombre de cas, de réduire, voire de limiter considérablement la fuite mitrale. Alors, je ne peux pas ne pas citer Alain Carpentier, qui déjà, vous le voyez, en 1983, avait bien décrit les différentes manières d'avoir une fuite mitrale. Et là, on est dans le groupe 3B, le mouvement restrictif des 2 feuillets mitraux en systole. 2 études sur le MitraClip ont donné des résultats complètement différents. L'étude française, qui s'appelle MitraFR, n'a pas montré de bénéfice à mettre un MitraClip contre le traitement maximal médical, alors que l'étude américaine, COAPT, a montré une différence très significative entre les 2 techniques. Alors pourquoi ? Je vais aller très vite là-dessus, parce qu'on peut découper la valvulopathie fonctionnelle mitrale, la fuite mitrale fonctionnelle, en 4 groupes. Vous avez en bas les fuites mitrales qui ne sont pas si importantes que ça, en dessous de 30 mm² de sort, et au-dessus, les fuites mitrales sévères. Et puis, sur les côtés, à droite, vous avez la dilatation sévère du ventricule de gauche, et à gauche, la dilatation moins sévère du ventricule gauche. Donc le groupe vert, c'est le groupe où le MitraClip est vraiment utile. C'est un groupe fuite mitrale très importante et dilatation ventriculaire gauche modérée. Il y a un groupe dont on ne sait pas s'il est vraiment utile, mais qui peut être un pont à la transplantation. C'est le groupe fuite mitrale sévère et gauche dilatée. C'est le groupe du cas clinique. Alors, simplement, vous le voyez sur l'image de droite, il y a une fuite mitrale qui est proportionnée, c'est celle de MitraFR, celle qui ne marche pas, et puis une fuite mitrale disproportionnée, c'est celle de COAPT, c'est celle qu'on peut éventuellement traiter par un MitraClip, et c'est un groupe 2B, classe C, de les recommandations de l'ESC. Alors, le deuxième groupe, c'est l'assistance cardiaque monogauche. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'assistance cardiaque monogauche ? Eh bien, elle s'occupe essentiellement, en France, mais pas ailleurs, des cas les plus graves. Les intermax 1, 2, 3, et puis les 4 sont les gens qui sont plus chroniques, plus stabilisés par le traitement médical. Les résultats, ce sont des études nord-américaines. Donc, vous voyez que jusqu'à 2 ans, vous avez, à 24 mois, vous avez une équivalence en termes de survie entre la transplantation cardiaque et l'assistance mécanique de 3e génération, qui est la HEM3. Alors la HEM3, c'est quoi ? C'est une assistance qu'on met à la pointe du ventricule gauche, on aspire le sang, il est passé trop vite, on aspire le sang du ventricule gauche et on le réinjecte dans l'aorte. Bien sûr, c'est une pompe électrique, une pompe qui est centrifuge, et qu'il faut alimenter par un câble. Le câble est relié à un contrôleur, et le contrôleur est relié à 2 batteries. Le poids, c'est 1,8 kg. Et là, vous avez les résultats à 5 ans de la comparaison de 2 systèmes d'assistance. Celui qui ne se fait plus, qui est le HeartMate 2, qui était une vis sans fin, et le HeartMate 3, qui est une pompe centrifuge. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Qui d'entre vous accepterait, s'il était en assistance cardiaque avancée, d'avoir une assistance cardiaque mécanique ? Vous levez la main, ceux qui accepteraient d'avoir ce genre de système. Contre un traitement médical. Ah non, je ne parle pas de transplantation. Hein. Je parle le choix entre assistance cardiaque mécanique ou traitement médical. Alors c'est quand même très important cette question-là, parce que vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un d'augmenter sa survie si vous-même, vous n'êtes pas convaincu.
Donc ça, c'est vraiment une question que je pense qui est fondamentale à se poser. Est-ce que moi, par rapport à mon patient qui est en face de moi, j'accepterais d'avoir ce système-là? Alors, non seulement ça augmente la survie, mais ça augmente la qualité de vie, mais ceci, bien sûr, a un prix. Et pour l'instant, il y a un câble. Bientôt, j'espère, dans 5 ans, dans 10, je ne sais pas, il n'y aura plus de câble, il y aura une recharge électrique par induction. Alors ça, ce sont les effets secondaires. Je ne vais pas les détailler, mais il y a des saignements, il y a un risque d'AVC, il y a des infections, il y a des thromboses de pompe et des défaillances droites. Tout ça, c'est bien connu et c'est bien maîtrisé, en tout cas pour les thromboses de pompe et les AVC. Je vais passer là-dessus. Voilà. Alors, l'insuffisance cardiaque droite, après un LVAD, c'est important puisqu'on n'assiste pas le ventricule gauche. Donc, le ventricule droit. Donc, il faut trouver des critères qui sont prédictifs de la survenue ultérieure d'une défaillance droite. Bien sûr, la chirurgie va induire une augmentation du débit cardiaque et du retour veineux pulmonaire, du retour veineux systémique, pardon. Et donc, il y a des critères pour évaluer le ventricule droit et on s'est acharné à trouver des critères qui ne sont pas uniquement des critères échographiques, mais qui sont surtout des critères composites. Je crois que c'est important d'associer le cathé droit, d'associer l'échographie, le strain, pour essayer de prédire la mortalité et la survenue d'une insuffisance cardiaque droite après un LVAD. Alors là, je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas. On n'arrive pas à prédire vraiment ce genre de choses, parce qu'il y a 3 facteurs. Il y a bien sûr l'état du ventricule droit avant la chirurgie, mais après, il y a le geste chirurgical lui-même, et puis il y a les suites opératoires. Le geste chirurgical lui-même, vous avez 2 voies d'abord. Vous avez la sternotomie et vous avez le double abord latérothoracique gauche. La sternotomie, il faut ouvrir le péricarde, il faut luxer le cœur, mettre la pointe du cœur en haut, donc on plicature le VD, et puis on met la pompe à la pointe du ventricule gauche. Alors tout ceci, ce n'est pas forcément très bon pour le ventricule droit, ça peut être un facteur d'insuffisance cardiaque ultérieure. C'est pour ça qu'on a inventé le double abord, qui permet de ne pas ouvrir le péricarde. Et puis ça, c'est très important, parce que le péricarde a une fonction, ça permet la torsion du septum interventriculaire, et le septum interventriculaire participe quand même pour 1/3 à la fonction du ventricule droit. Après, en post-opératoire, vous avez les adhérences du péricarde, effectivement, qui diminuent la contraction longitudinale du ventricule gauche. Vous comprenez bien que l'ascension de l'anneau tricuspidien peut être freinée par les adhérences péricardiques. Alors, ça, ce sont les différentes manières de mettre une assistance cardiaque au long cours, soit en pont à la décision, soit en pont au pont. On va attendre. Est-ce que en pont au candidat, est-ce que le patient va récupérer ou est-ce qu'il va passer outre une contre-indication temporaire? Ça, c'est possible. Ensuite, on fait un pont à la transplantation. On peut faire aussi un pont au recovery, à la récupération de la fonction ventriculaire, ou alors on fait une decision thérapie, c'est-à-dire que le patient va rester jusqu'à sa mort avec cette assistance. Alors, je passe sur les recommandations, c'est de type 2A, à condition qu'il n'y ait pas une fuite tricuspidienne sévère et qu'il n'y ait pas une insuffisance cardiaque droite qui soit suffisamment préoccupante. La deuxième option mécanique, vous voyez, c'est une aventure. Cette traversée du désert de ce patient qui va bénéficier peut-être d'une assistance cardiaque biventriculaire. Donc ça, c'est le CARMAT. Vous voyez que c'est un cœur artificiel qui a été mis au point par Alain Carpentier. CARMAT, ça veut dire Carpentier-Matra, et qui essaye de mimer le fonctionnement normal d'un cœur avec un volume qui est à peu près identique, 60 ml de cavité intraventriculaire gauche, et puis un mouvement alternatif de 2 pompes qui vont repousser une membrane qui est de péricarde dans les artères pulmonaires ou l'aorte. C'est un cœur qui est biologique essentiellement. Donc là, vous voyez l'implantation avec 4 orifices, un pour l'artère pulmonaire, un pour l'aorte, et puis les deux orifices auriculo-ventriculaires. Toujours pareil, un câble pour l'alimentation électrique. Et là, ça pèse un peu plus lourd.
Donc j'insiste pas, mais c'est un cœur qui est biologique. Il insiste beaucoup sur l'hémocompatibilité. Il y a très peu de traitements anticoagulants. Pour l'instant, c'est de l'Ovenox, c'est tout. Et ensuite, il est pulsatile, donc c'est important par rapport au débit continu du LVAD, qui entraîne des inconvénients, vous allez voir. Et puis, il est autorégulé. Normalement, il marche tout seul. Je passe sur les différentes études qui sont en cours, en disant quand même, sur la dernière, vous avez Efficace, qui a repris le 15 mai dernier et qui regroupe plusieurs centres, 6 ou 7 centres, avec un volume d'implantation de 52, ça c'est à prévoir. Et c'est pour le remboursement en France. Alors les études actuelles, elles ne sont pas très nombreuses. Vous avez ici, vous avez 24 patients avec une survie à 6 mois de l'ordre de 75%. Et vous voyez en dessous qu'il y a très peu il n'y a pas d'AVC. Voilà, parce que le cœur est biologique, il se vide complètement en systole. Il n'y a pour l'instant pas de saignement gastro-intestinal parce que c'est un début pulsé. Il n'y a pas d'infection de câble, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, bon, après, la réopération pour la transplantation, c'est un peu une autre histoire. Dernière option, c'est la transplantation cardiaque qui peut être précédée d'un MitraClip en attendant effectivement qu'on puisse, pour améliorer le patient pendant cette période d'attente. Et donc la transplantation cardiaque, vous voyez sur l'image de droite, c'est un cœur qui repart en fibrillation ventriculaire et qu'on va choquer juste à côté. Voilà, donc ça c'est le résultat du cas clinique. Ça c'est le jour du printemps. Et c'est vraiment vrai, c'est le printemps dans tous les sens du terme. Et le cœur arrive attribué à Montpellier. Et comment vous avez réagi quand... Alors, ça ne passe pas. Et comment vous avez réagi quand vous avez eu cet appel de votre mari qui vous a dit qu'on avait trouvé un greffon pour lui? Je me suis mise à pleurer. J'y croyais pas, c'était tellement... un truc de fou. Je me suis dit, il y a quelque chose. Il pouvait pas mourir, donc et un miracle. Voilà, donc vous voyez ce témoignage de cette femme de patient qui résume bien le problème de la transplantation cardiaque. C'est pas qu'une opération, c'est une aventure humaine. Et ça, c'est vraiment fondamental. Vous avez l'aspect, bien sûr, technique de la transplantation, mais vous avez le don d'organes, et puis toute la symbolique qui est liée au cœur. Alors, je passe sur ce diagramme. Vous voyez qu'on peut partir de Intermax 1, c'est-à-dire les plus graves, jusqu'aux Intermax 4 qui sont stables et qui vont être candidats à la transplantation. J'insiste sur les critères qui sont la VO2. C'est un critère pronostic très fort dans l'insuffisance cardiaque avancée, avec des paramètres de niveau de VO2, de VE sur VCO2 et d'oscillation respiratoire, qui sont les 3 facteurs très importants pronostiques. Au cathétérisme droit, je ne vais pas insister. Je vais juste terminer. Ça, c'est du CardioMEMS pour suivre les pressions pulmonaires. Voilà, c'est la survie post-greffe. Donc, suivant les différentes années de transplantation, ça commence là en 85-89. Bon, Barnard, c'est 67. La cyclosporine, c'est 80, 82. Et puis donc, les premières équipes ont commencé en gros en 80-85. Donc, vous voyez la mortalité, on va dire, à 20 ans. C'est le dernier qui est à 35% actuellement, alors qu'elle était à 20% au début de la transplantation. Donc, au début, on avait des malades plus jeunes, on avait des donneurs plus jeunes, et maintenant, on a des malades plus âgés et des donneurs plus âgés. Et malgré tout cela, on a fait des progrès en termes de survie. Là, je passe sur les contre-indications. Vous aurez le déroulé, si vous le voulez. Et donc, on s'est tous retrouvés au sommet du Maïdo. Il y aura peut-être le temps pour une ou deux questions. Alors déjà, j'avais une petite remarque, Chamir, concernant ton topo. Je te remercie de la petite remarque concernant le début de la greffe à La Réunion.
Ok. Je rappelle, normalement prévu pour la fin du mois de septembre. Le planning est pour l'instant tenu. On a 2 patients sous LVAD, sous HeartMate 3 actuellement à La Réunion, et qui vont très bien et dont la qualité de vie a été transformée, parce qu'ils sont plus hospitalisés depuis qu'ils sont là. Ils font pour l'un 10 km de marche par jour, et pour l'autre 1h30 de tapis de course à la maison par jour, ce qu'ils étaient absolument incapables de faire. Bon, oui, effectivement, il y a des petits écueils sur les infections. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt partisan du LVAD. Et je suis assez d'accord avec toi. On ne peut pas prêcher quelque chose si on n'y croit pas. Et ma question était, qu'est-ce que tu as fait dans ton cas clinique concernant le rein? Alors, ça s'est bien passé. On ne l'a pas dialysé. C'était un cas très limite, hein, c'est pour ça que je voulais présenter. Il y a beaucoup de centres qui ne l'auraient pas transplanté. J'ai vu que Tiziri ne l'aurait pas fait. Bon, après, il y a l'aspect humain, on va dire l'aspect compassionnel, la motivation du patient. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc 65 ans de limite d'âge, c'est pas marqué dans le marbre. C'est laissé à la libre appréciation des différents centres en fonction du risque opératoire, du bénéfice attendu. Donc ça, c'est vraiment très important. Bien sûr, il avait une insuffisance rénale chronique, il l'avait depuis très longtemps, avec une cause qui était mécanique, on va dire, néphronique, réduction du nombre de néphrons. Mais bon, ça s'est bien passé. On a quand même expliqué aux patients qu'il y avait un risque de dialyse post-opératoire, bien évidemment. Mais bon, vous avez vu qu'il est passé à travers les obstacles, il a passé le Covid, il a passé l'intervention de la vésicule. Ça aurait été vraiment dommage de s'arrêter là. Oui, il avait tout à fait envie. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une maladie de couple. Parce qu'on ne va pas à la transplantation comme au LVAD, on n'y va pas seul. On y va quand on est entouré. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, puis il faut tenir le cap. Donc ça, c'est fondamental, et c'est marqué d'ailleurs dans les recommandations qu'il faut être entouré et que ça soit un projet commun à la famille. Donc moi, je félicite Clément Bourguignon parce qu'il a beaucoup travaillé pour que la greffe puisse débuter à La Réunion. Et puis, on va tout faire pour que ça se passe bien et dans de bonnes conditions. Et que d'ici la fin de l'année, on en ait fait au moins 1 ou 2 quand même. 2, voilà. Tiziri, tu as une remarque ? Je suis un peu têtue, donc je reste sur la phrase que je voulais dire quand tu ne m'as pas laissé parler tout à l'heure. D'abord, merci pour ce super topo et ton soutien à Clément et à tout le CHU pour les projets à venir sur la greffe. Je tenais à remercier nos infirmiers et dire que pour la titration, il y a les IPA et il y a les ISPIC. Et donc, merci à Thomas Tartari et à Chamir. Donc, c'est les infirmiers spécialisés en pratique avancée. Et Thomas Tartari, c'est l'IPA du CHU Sud qui participe à la première session de formation des IPA à La Réunion qui va commencer en septembre. Voilà.